Rousty, R-O-U-S-T-Y. C'est diffusé sur Dailymotion ou YouTube, et puis j'ai un blog roustyoverblog.com. Je fais du documentaire un petit peu, et du journalisme et de la communication militante à tendance socialiste, internationaliste. Et prolétarienne. Oui, prolétarienne, non, c'est un... Non, je sais pas, c'est bien Si, ça parle aussi. Donc, je suis profondément anti-aéroport. Et moi, je suis profondément pour. Et alors ça, je ne comprends pas comment on peut encore... Comment on peut être pour un aéroport ? Encore être pour. Ben, j'ai un peu la même incompréhension dans l'autre sens. Ouais. Mais c'est vrai que je trouve que là, dans ce conflit-là, il y a des gens qui sont presque cohérents en fonction de la vision du monde qu'est la leur, et en fonction de dans quel type d'avenir ils se projettent et ils veulent nous projeter collectivement. Oui. À la limite, ceux qui disent je veux pas de l'aéroport et du monde qui va avec, Ouais. ça a le mérite de la cohérence. Je suis pas d'accord. Ouais. Parce que moi, le monde que je vois, dans lequel moi je me projette et que j'ai envie de projeter d'autres, c'est un monde où on n'est pas renfermé dans son propre territoire, où on est citoyen du monde et donc on s'y déplace librement, et que, la notion de citoyen du monde. et que pour s'y déplacer librement, il y a, par un bon principe de subsidiarité, il y a des moments où ce qui est opportun et judicieux, c'est ses deux pieds, des moments c'est son vélo, des moments c'est son bus. Ouais. Parfois sa bagnole, ça peut être quand même un peu inévitable. Souvent ça peut être le train, mais à partir d'une certaine distance, l'avion est quand même plutôt opportun. Ouais. Et que je souhaite que les échanges entre les peuples, que ce soit pour des motifs économiques que je ne considère pas comme négligeables, ou pour des motifs de découverte, des motifs culturels, des motifs touristiques, je pense qu'on doit répondre à une aspiration des gens à découvrir le monde, à bouger, et que par conséquent, il faut des infrastructures de transport. Voilà. D'accord. Moi, je vais vous présenter juste ma vision du monde et on va essayer de voir à partir de là ce que vous en pensez. J'estime, avec d'autres, je vous avais peut-être lu Jean Ziegler, L'Empire de la honte, qui est l'ancien rapporteur pour la FAO sur les questions d'alimentation, tout ça, oui. Qu'on vit dans un monde qui est un peu le monde de 1789, à l'échelle du monde, que ce qui se passait en France en 1789, eh bien aujourd'hui c'est ce qui se passe à l'échelle planétaire, c'est-à-dire qu'il y a une Europe, des États-Unis, quelques pays qui s'en sortent très très bien et qui commencent à s'enfermer, à se fortifier même littéralement, à empêcher les peuples du Sud de venir chez eux, et qu'on est dans un monde comme ça qui est au bord de l'explosion. Parce que les inégalités ne sont plus tenables. C'est quand on a eu la chance de voyager un peu comme moi j'ai pu le faire en Afrique, on se rend compte clairement que les inégalités ne sont plus tenables et que les richesses doivent être partagées sur Terre. Que nous accaparons, pour une vingtaine de pourcents de la population, on accapare 80% des ressources physiques, financières et tout type de ressources. Et que si les Africains et les Indiens se mettaient en tête de consommer autant d'énergie que nous, évidemment, ce ne serait pas possible immédiatement. Donc, à partir de là, c'est le constat, à mon avis, le plus urgent. À partir de là, comment nous on réagit, comment des gens qui sont socialistes aussi. Vous êtes socialiste, j'imagine. Vous avez eu le poster de Che Guevara chez vous. Non, le poster de Che Guevara, j'ai été très tôt social-démocrate, il faut bien le dire. Donc même quand j'étais une coordination lycéenne, mes copains m'appelaient Bolo radicaux, vous voyez, donc c'était pas... J'ai jamais été très, très révolutionnaire. En revanche, choqué et indigné par les inégalités dans le monde, mais aussi chez nous. Oui, évidemment. Oui, je le suis profondément. Et si je m'engage en politique et si je m'engage à gauche, c'est justement à cause de ça.
Ensuite, moi je ne sais pas si la situation du monde ressemble à celle de 1789, j'en sais fichtre rien. Je pense que ces comparaisons sont extrêmement hasardeuses. Des prédictions, alors qui ne sont pas des prédictions de fin du monde, parce que si ça se trouve ce soir, il n'y a plus rien. On est le 21 décembre, je le précise. Voilà. Mais dernière journée avec ça, je vous plains de tout mon cœur. Les prédictions de fin du monde, ou les prédictions de dire c'est sûr ça va péter, je les entends depuis que je suis en âge de les entendre, si j'ose dire. Et donc, qui est aujourd'hui le constat que ces dernières années, ces dernières décennies, les inégalités ne se sont pas réduites dans le monde, qu'elles se soient plutôt accrues, c'est vrai. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a un certain nombre de pays qu'on appelle aujourd'hui émergents, dont la situation sociale globale, c'est avec toujours des inégalités internes très très fortes, qu'on parle de l'Inde ou du Brésil, c'est des niveaux d'inégalité qu'on ne peut même pas imaginer chez nous, très clairement. Mais il n'empêche que, y compris dans ces pays-là, s'est développée une classe moyenne, nombreuse, éduquée, formée, qui aujourd'hui nous pose un problème gravissime de concurrence internationale sur le plan économique, mais qui aussi aspire à la fois à un mode de vie, à un mode de consommation et à un mode d'appréhension du monde, qui fait que quand on me dit que le trafic aérien va baisser inexorablement dans les années qui viennent, je n'y crois pas un seul instant à cause de ça. D'accord. On a parlé un petit peu aussi des inégalités chez nous. Il y a ce qu'on appelle le quart-monde. Il y a une grande pauvreté, une grande détresse, y compris à Nantes. Est-ce que investir dans cet aéroport, c'est pas investir pour les riches, finalement? Au contraire. Comment ça, au contraire? Au contraire. Investir dans cet aéroport, c'est... vous savez, on est aujourd'hui dans une situation où, dans l'Ouest, des études, il y a un bouquin qui vient de sortir qui a été fait par l'économiste Laurent Davzy et qui analyse les typologies de territoires et leur capacité de résistance face à la crise. Et on sait très bien que quand il y a une crise, les premiers qui morflent, c'est ceux qui sont déjà au bord qui sont déjà dans la précarité, c'est les plus pauvres. C'est aussi pour ça que, entre parenthèses, je suis contre toute idée de décroissance parce que je suis convaincu que c'est les plus pauvres qui morfleraient les premiers. Je précise ça d'emblée. C'est pour ça aussi que je suis socialiste. Et donc, pour moi, la question sociale, elle est centrale, elle est première, et que je ne connais pas de meilleure chance de la résoudre, toutes choses étant égales par ailleurs dans les inégalités du monde, que de favoriser les échanges économiques et que de favoriser le développement économique. Et que à partir de là, mais quel type de quand on voit, économique? Mais oui, mais moi je veux bien gloser en théorie sur les types de développement économique. Il faut choisir ce que je sais. Il faut une planification écologique, comme disait Jean-Luc Mélenchon. Alors la planification, je regrette, mais tous les modes d'économie administrée, tous les modes de planification se sont effondrés dans la dictature, la bureaucratie et la corruption, et que je ne suis pas têtu au point de pas... reconstruite comment après la Seconde Guerre mondiale? Mais nous ne sommes pas après la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'on n'a pas planifié un peu la reconstruction? Nous ne sommes pas après la Seconde Guerre mondiale. C'est ça qu'il y a dans les comparaisons historiques qui ne marche pas. Le monde a profondément changé, et ne serait-ce que la chute du mur, qui est quand même pas un tout petit événement, ne serait-ce que la chute du mur a profondément bouleversé la donne. On ne peut plus raisonner aujourd'hui avec des repères, des théories, et y compris des idéologies qui datent d'après la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous nous dites développement économique. Je vous demande quel type de développement économique vous souhaitez. Quel type de développement économique?
celui qui donne du boulot au plus de monde possible, celui qui permet la meilleure répartition des richesses possibles, et celui qui est soit dans une durabilité la plus importante possible, c'est-à-dire qui respecte le fait que notre Terre n'est pas infinie, que ses ressources naturelles ne sont pas infinies, et qu'il faut gérer l'équilibre, le compromis entre ces différentes exigences. Et que, quel que soit le type d'économie qu'on souhaite, quel que soit le type d'échange qu'on souhaite, il y a un point central qui réunit tous les économistes, qui soient marxistes ou qui soient ultralibéraux, c'est qu'à un moment, il faut des infrastructures de communication. Des infrastructures de communication numérique, il va y en avoir de plus en plus, et on est plutôt costaud dans le secteur, mais des infrastructures de communication aussi, routières, ferroviaires, aériennes. Et ce que je crois profondément, c'est que quand je vois que, en dehors de l'élection de Jean-Marc Ayrault à la mairie de Nantes, ce que le TGV Nantes-Paris, Paris à 2 heures de Nantes, a permis objectivement comme développement économique, comme développement de l'emploi, comme développement des échanges, eh bien moi je pense qu'il faut que Nantes, la métropole nantaise, et plus largement le Grand Ouest, parce que c'est quand même un ensemble d'à peu près 6 millions de personnes qui est concerné, doivent avoir une plateforme aéroportuaire qui n'a pas besoin d'être un hub international, qui n'a pas besoin d'être dans une taille délirante, qui n'a pas besoin surtout d'être en plus de Nantes Atlantique, ça n'aurait absolument aucun sens, mais nous avons besoin d'une infrastructure aéroportuaire qui nous projette dans les 20-30 ans qui viennent. Et que je pense que ça ne peut pas être Nantes Atlantique, et que dès lors, si je veux, parce que c'est mon objectif, maintenir cette capacité des territoires de l'Ouest à plutôt mieux résister aux crises que les autres, à être plutôt mieux équilibrés, y compris en termes de cohésion sociale, eh ben je crois qu'il faut une infrastructure du type de celle qu'on veut faire sur les terrains qui sont prévus pour depuis très longtemps. C'est votre droit. Mais on raconte. Oui, mais il n'y a pas de problème. Mais tant qu'on peut parler comme ça, tout va bien. Juste moi, on va finir là-dessus. J'étais au Maroc cet été, parce qu'on fait des forums tous les ans. Cette année, à Notre-Dame, le thème du forum, c'était lutte contre les grands projets inutiles imposés. Et on avait un camarade marocain qui est venu pour parler du TGV au Maroc. Et moi, je suis allé voir au Maroc ce qu'il en était, et la coalition d'opposants justement au TGV au Maroc. Est-ce que vous avez eu connaissance de ce dossier? Est-ce que ça vous parle? J'ai pas du tout connaissance de ce dossier. Ce que je sais, c'est que là encore, les comparaisons sont un petit peu difficiles. Je sais qu'on a beaucoup fait de comparaisons sur le projet d'aéroport du Grand Ouest, sur le nombre de pistes, sur les types d'aéroports, etc. Je constate que ces comparaisons, dès qu'on les creuse un petit peu, on arrive à des choses qui sont déraisonnables, en tout cas où la comparaison trouve très très vite ses limites. Ce qu'il y a de certain, c'est que il y a dans le monde, en Europe, en France probablement on en trouverait encore, des projets qui ont été mal montés, mal ficelés, qui sont inutiles. Je vais prendre un exemple type dans le domaine de l'aéronautique, l'aéroport de Castellón, en Espagne, qui a été ouvert puis fermé. Il y a un aéroport qui a été construit et Mirabel, il n'y a pas un seul avion au Québec, qui va dessus. Il y a quelques exemples extrêmement fâcheux comme ça. Ouais. Il y a aussi un bon exemple, de mémoire, je crois que c'est Stockholm, de ville qui a... c'est Stockholm? En tout cas, c'est une ville de Scandinavie, mais je suis plus sûr que ce soit Stockholm, qui a transféré son aéroport de tout près de son centre et de son agglomération vers un peu plus loin, et qui a reconverti le site de son ancien aéroport de manière tout à fait exemplaire. Et c'est un exemple il y a eu pas mal d'élus qui ont été j'en étais pas, mais qui ont été visiter ce site, et ce qui donne pas mal d'idées sur la manière dont on pourrait reconvertir toute la zone de Nantes Atlantique, qui pourra l'être, et ça fait des terrains très importants. Alors pour en revenir au point de départ, effectivement, on trouvera des infrastructures inutiles et coûteuses qui ont été faites ici ou là. Je crois honnêtement que c'est pas le cas de celle de Notre-Dame-des-Landes, et en tout cas, je crois que moi j'arrive pas trop à faire la différence entre ceux qui sont toutes les infrastructures, c'est-à-dire qui sont contre les lignes à grande vitesse,
qui sont contre les aéroports, qui sont contre les autoroutes. Moi, je vous parlais du Maroc, c'est un pays pauvre. Mais moi, j'ai pas la responsabilité du Maroc. C'est l'AFD, l'Agence française de développement, qui finance. Mais j'ai pas la responsabilité de l'avenir des territoires marocains. En revanche, je me sens à mon modeste niveau une part de responsabilité de l'avenir des territoires où moi je vis et où moi j'agis. Et je vous parle de cela. Je me sens pas compétent pour avoir un avis. Peut-être que de faire un TGV au Maroc, ça n'a aucune espèce de sens. J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que j'ai pas les éléments pour en juger et que je me permettrai pas d'en juger. Si un Marocain venait me dire, comme il y a actuellement des gens qui connaissent pas la région, qui ont jamais mis les pieds et qui décrètent de leur fenêtre que Nantes Atlantique c'est très bien, qu'on peut parfaitement l'aménager et qu'il n'y a pas besoin de Notre-Dame-des-Landes, je leur dis non, je ne suis pas d'accord. Et vous ne me dicterez pas. Je vous présenterai les Marocains. Avec plaisir. Qui sont contents. Avec plaisir. Juste, parce qu'on a parlé du réaménagement de Nantes Atlantique, c'est quoi vos relations avec Airbus? Ils vous disent quoi pour l'utilisation de la piste? La question du maintien d'une partie de la piste, parce qu'ils n'auraient pas besoin de toute la piste a priori, pour Airbus, n'est pas encore tranchée. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs hypothèses. Parce que c'est quoi le problème? Le problème, c'est de faire arriver des caissons centraux qui sont fabriqués à Nantes, de les envoyer vers Saint-Nazaire. C'est ça le truc. Donc ce qui se passe 3 fois par semaine actuellement, c'est qu'il y a un beluga qui atterrit à Nantes Atlantique, qu'il charge le matos qui doit emmener à Saint-Nazaire et qui l'emmène à Saint-Nazaire. Et à partir de Saint-Nazaire, ça suit les complexités entre les usines Airbus pour arriver généralement à Toulouse ou à Hambourg pour finir l'assemblage. Donc il y a besoin que l'usine Airbus puisse être ravitaillée, en tout cas ravitailler l'extérieur en caissons centraux d'avion, puisque c'est ça la spécialité nantaise. Ouais. Et il y a grosso modo 2 solutions pour emmener tout ça à Saint-Nazaire, soit par barge sur la Loire, soit avec le beluga. Alors il semble, je dis bien il semble parce que la décision n'est pas prise, que du point de vue d'Airbus, avoir une piste à proximité de leur usine pour ces raisons-là, ça semble être une chose importante. Ce que moi je pense, c'est que Airbus a une telle importance sur le plan industriel localement, a une telle importance sur le plan de l'emploi, et y compris sur le plan du développement des avions qui vont consommer dans 20 ou 30 ans 2 fois moins que ceux qui consomment actuellement, ce qui n'est pas tout à fait négligeable. 2 fois moins, c'est pas sûr, mais qui consommeront beaucoup moins que ce qu'ils font maintenant. Et donc il y a un vrai enjeu et industriel, et d'emploi, et de recherche sur tous ces domaines-là. Et donc je pense que c'est la vie et les besoins d'Airbus qui seront prioritaires. Mais s'il faut garder une partie de la piste, on ne garde qu'une partie de la piste. C'est pas un aéroport. Ça s'appelle une piste privée à usage industriel. Au mieux, on peut appeler ça un aérodrome si vraiment on y tient, mais ce sera en aucun cas un aéroport, et il est prévu dans le contrat de concession de Vinci que la fermeture au trafic aérien public de Nantes Atlantique est immédiate à l'ouverture de l'aéroport du Grand Ouest à Notre-Dame-des-Landes. Donc c'est très clair. Non, mais c'est pas un aéroport de plus, parce que beaucoup de gens en France qui sont contre Notre-Dame-des-Landes, qui ont découvert ce truc il y a 3 mois alors que nous on en parle depuis 40 ans, disent ah ouais mais c'est un aéroport de plus, on n'a pas besoin d'un autre aéroport en France. Ils ont raison. On n'a pas besoin d'un autre aéroport en France. On a juste besoin de remplacer un vieux, mal foutu et trop petit par un moderne, adapté et OK pour les 20 ans qui viennent, sur des terrains qui sont réservés pour depuis toujours. Bien, je vous remercie, Monsieur Bollot. De rien, c'est gentil d'être venu me voir. Pas de quoi. Une bonne journée, mais sachez que c'est nous qu'on gagnera à la fin. Je crois pas. Je crois pas. Au revoir. Au revoir.